Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons vous parler de psychologie et d'expérience utilisateur. Alors c'est un sujet qui est fort intéressant pour nous et on est très content de le partager aujourd'hui avec vous. C'est un sujet, on vous le confie, qui a été pas évident à travailler pour vous le présenter. Il y avait plein de sujets qu'on aurait aimé pouvoir partager avec vous et dont on aimerait pouvoir parler. Et pour le bien de ce webinaire, on a dû choisir, et tout choisir, c'est renoncer, pour un seul sujet, celui qu'on a opté, c'est celui qui nous semble être le commencement, le début de toute chose, le domaine de l'attention. Je suis Maxime, je viens du domaine de la psychologie et de l'ergonomie. Je suis UX designer spécialisé en UX Research et je suis aujourd'hui avec Colline. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Colline, je suis également UX Researcher avec Maxime et on vient tous les deux du domaine de la psychologie, donc on a des études en psychologie spécialisées en cognition et en ergonomie des IHM. Voilà, donc on va vous présenter du coup rapidement la roadmap de ce webinaire. Alors j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que ça fonctionne plutôt bien chez vous. On est assez près de nos micros, normalement ça devrait plutôt bien fonctionner. Voilà, j'espère que ça va. Quand Maxime parle, apparemment il y a des échos. Ouais, n'hésitez pas à nous faire signe, on va essayer de s'arranger pour être le plus entendable possible. Voilà, j'espère que ça va mieux le faire. Je vois des pouces, super, c'est bon signe. Du coup, de quoi nous allons parler aujourd'hui dans ce webinaire? On va d'abord voir en 3 temps un peu de théorie, parce que c'est important la théorie, et puis on a bien parlé de ça. On va pas trop s'y attarder, vous le verrez, mais un petit peu quand même. On va aussi voir des choses un peu plus pratiques, on va voir des démonstrations des mécanismes de notre attention, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, et puis tout simplement comment les exploiter sur les interfaces, notamment digitales. Alors je profite aussi de cette partie pour vous parler rapidement de Livestorm, que apparemment vous connaissez plutôt pas mal. Je vois qu'il y a des emojis qui sortent un peu partout. Alors vous allez voir qu'il y a un onglet chat sur lequel je vois que certains ont déjà commencé à chatter, justement. Ça sert à nous écrire des mots, si jamais vous avez des mots, ou puis à discuter aussi entre vous. Il y a aussi un onglet questions pour nous poser toutes vos interrogations, donc n'hésitez pas à écrire vos questions sur cet onglet-là. Il y a aussi un système de vote à la fin de ce webinaire. On va prendre un peu de temps pour justement répondre à toutes ces questions. On va opter notamment pour les questions qui ont le plus de votes. Il y a aussi un onglet sondage qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Et puis, comme vous le voyez, il y a les emojis. N'hésitez surtout pas à nous mettre des cœurs parce qu'on adore les cœurs. Alors avant de commencer véritablement ce webinaire, puisque il est temps quand même, là on fait une petite présentation, une petite introduction, on aimerait vous faire participer directement. On va vous demander de travailler pour nous, parce qu'après tout, on est sympa, mais quand même. On va vous présenter une petite vidéo très courte qui va durer une trentaine de secondes. Dans cette vidéo, vous allez voir, il va y avoir 2 équipes qui vont se faire des passes de ballon. Là, vous vous dites, c'est étrange, on fait un webinaire sur la psychologie, l'expérience utilisateur. Le gars, il nous parle de gars qui font des passes avec un ballon. Mais oui, ça va être pour tester votre concentration. Donc la vidéo va durer une trentaine de secondes. Il va y avoir donc 2 équipes. Il va y avoir une équipe qui porte le t-shirt blanc et une équipe qui porte le t-shirt noir. Votre consigne, si vous l'acceptez, ça va être de compter le nombre de passes que fait l'équipe en t-shirt blanc. Alors c'est une tâche qui paraît un peu simple dit comme ça, mais c'est pas très évident. Il va y avoir effectivement donc les 2 équipes au même endroit, qui ont chacun leur ballon. Les ballons vont d'ailleurs s'entrecroiser. Il faudra être tout à fait vigilant et tout à fait concentré pour à compter les passes. Donc votre consigne, vous l'avez compris, c'est de compter les passes. Il y aura à la fin un sondage. Ceux qui auront la bonne réponse auront une surprise. On vous partage de ce pas la vidéo. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Voilà, la vidéo est à présent terminée. Vous avez vu, c'est passé assez vite. On va envoyer un sondage où il va y avoir donc plusieurs possibilités de réponse. On vous invite du coup à y répondre. Et puis, celles et ceux qui auront la bonne réponse auront comme prévu une surprise. Pendant que vous répondez au sondage, on se propose de mieux nous présenter, parce qu'on s'est un peu présenté, mais on est un peu impoli, parce qu'on n'a pas tout à fait présenté tout ce que nous aimerions pouvoir vous présenter. On va vous présenter Adelium. Avec Colline et bien d'autres, nous sommes une agence qui conçoit et qui réalise des solutions digitales orientées utilisateurs. Chez Adelium, on a plusieurs versants. Nous conseillons et nous accompagnons certes, mais nous produisons aussi et nous formons. On est une quarantaine de collaborateurs comprenant tous les métiers relatifs à l'expérience utilisateur. On va avoir des UX
stratégistes, des UX researchers, pardon, donc vous avez la chance d'en avoir 2 devant vous. Vous avez aussi, enfin nous avons plutôt, des UX, UI designers, des UX writers et puis des développeurs back et front et puis, bien sûr d'autres métiers, pour la réalisation, de sites internet spécialisés en expérience utilisateur. On travaille pour plusieurs clients de toute taille et de tout secteur d'activité. On va par exemple travailler pour Airbus, on a cette chance-là, mais aussi pour Les Échos, avec Hooligan, avec Insimo et bien d'autres. Voilà pour une rapide présentation de qui nous sommes réellement. Maintenant, je vous propose de revenir sur le sujet qui vous intéresse peut-être, c'est la question du nombre de passes. Alors, un peu de théorie du coup. Effectivement, on entre dans le domaine de la théorie. Alors moi, je ne vois pas encore les nombres de réponses. Je ne sais pas si c'est le cas. Pauline, est-ce que tu as accès au nombre de passes? Non. Bon, j'ai pas Attends, accès. si c'est bon. Donc il y a une majorité pour 15 passes. Yes. Je vois que vous avez plutôt la bonne réponse. Bravo. Mais il y en a certains qui n'ont pas la bonne réponse, forcément, c'est le jeu. Et on vous avait promis une surprise. Alors en fait, on va être un peu plus généreux que ce que nous pensions. En fait, on va vous faire une surprise vraiment à tout le monde, même ceux qui sont trompés. En fait, on va même faire mieux. La surprise, on vous l'a déjà faite. Et de quoi il nous parle celui-là? Je vais être pire encore, je veux dire que la surprise, en fait, c'est un gorille. Étonnant, hein? En fait, on vous a déjà offert un gorille. Ce gorille est passé devant vous et vous ne l'avez pas vu. Oui, j'insiste, je ne mens pas. Un gorille est vraiment passé devant vous et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Alors, c'est un peu étrange comme phénomène, ça relève presque du mysticisme, de la magie. On a tous vu, on a tous regardé, sans vraiment voir ni regarder, quelque chose qui apparaissait devant nos yeux ébahis, un gorille qui vient se tapoter la poitrine. Étrange. Pour faire le lien du coup avec vos interfaces, il ne suffit donc pas de présenter une information pour qu'elle soit perçue. Donc c'est la même chose lorsque vous les concevez, vous présentez un certain nombre d'informations sur vos écrans, mais sont-elles réellement toutes perçues par vos utilisateurs? C'est une grande question, effectivement, qui paraît presque, qui relève de l'évidence, et il suffit de mettre un peu le nez dedans pour voir que rien n'est si évident que ça. Effectivement, je le rappelle, parce que c'est quand même assez mystique, un gorille est passé devant nous et personne ne l'a vu. Alors, c'est un sujet d'étude, particulièrement de la psychologie cognitive. Psychologie cognitive, je ne sais pas si déjà ça vous parle, c'est peut-être un peu compliqué. Et de manière générale, on va commencer à introduire ici le lien de la psychologie avec la manière dont nous traitons les informations autour de nous et a fortiori de l'expérience utilisateur. On aimerait faire un petit détour pour donner quelques bases, puisque je suis sûr qu'à l'évocation seule du terme de psychologie, vous imaginez facilement, et moi le premier, l'image d'un cabinet, d'un divan et puis d'un thérapeute qui vous parle de votre relation avec votre mère. Bon, c'est pas que ça, c'est effectivement très cliché ce que je dis là. En réalité, en psychologie, il y a pas mal de choses à voir. On peut mettre ici la psychologie presque au pluriel. On va avoir la psychologie cognitive qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, la psychologie clinique, qui est celle à laquelle on pense de manière assez générale, avec l'image effectivement du thérapeute et puis la relation à la maman, mais là, on est sur du cliché. On a aussi la psychologie sociale qui est très intéressante et qui peut-être vous parle si vous connaissez quelques expériences fameuses en la matière, mais il y en a bien d'autres comme la psychologie développementale, la psychologie différentielle, etc. Aujourd'hui, donc, on va surtout s'intéresser à la psychologie cognitive. Peut-être connaissez-vous déjà les biais cognitifs. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous évoque quelque chose. Eh bien, la psychologie cognitive, entre autres, avec la psychologie sociale notamment, s'attelle à les étudier. Si je dois définir la psychologie cognitive, c'est l'étude du raisonnement, de la manière dont l'individu interagit avec les informations, on va parler de stimuli, et comprend le monde qui l'entoure. Et là, on comprend facilement le pont qui existe entre cette psychologie, entre autres, bien sûr, avec l'expérience utilisateur, la manière dont l'individu interagit avec des informations. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en réalité sur la psychologie cognitive. Il y a énormément de choses qu'on aimerait du coup partager avec vous et discuter longtemps de ça. On pourrait le faire pendant des heures. On vous rassure, on ne va pas vous tenir la jambe toute la journée. On aimerait, mais on ne va pas le faire. On pourrait vous parler par exemple d'inhibition, de mémorisation, de lecture, quelque chose qui pourrait beaucoup vous intéresser, qui est le sujet de la prise de décision. On va pas le faire, on va vous mettre suffisamment l'eau à la bouche pour que vous nous donniez envie de vous faire un épisode prochain sur la question, peut-être, à voir, qui sait. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on va surtout se consacrer à l'attention et cette question très intéressante. Comment est-ce qu'on explique qu'on n'a pas vu un gorille? Donc, il y a également beaucoup de choses à dire sur l'attention. Donc, pour le bien de ce webinaire, nous nous concentrerons que sur l'essentiel. Pour reprendre et pour définir rapidement l'attention, on va reprendre la définition que James emploie. Donc, c'est la prise de possession par l'esprit, donc le cerveau, sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Donc, ça implique le retrait de certains objets afin de traiter efficacement les autres.
Donc, on fait constamment référence à l'attention dans la vie quotidienne. À témoin, la fréquence d'utilisation d'expressions telles que faire attention, l'existence de termes différents pour marquer qu'une activité est exercée sans attention ou avec, comme voir et regarder, entendre et écouter, et plein d'autres. Donc, l'attention est une composante essentielle de notre activité cognitive. Elle est nécessaire dans quasiment toutes nos tâches quotidiennes. Elle se caractérise par la capacité de se centrer sur une partie du monde et de négliger une autre. Il y a un écho, peut-être que tu peux couper. Ça va mieux là? J'imagine. J'attends. Oui, parfait. OK. Donc, l'idée primordiale autour de l'attention est la sélection. Donc, cela implique le retrait, comme on le disait avant, de certaines choses afin d'en traiter mieux les autres. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que notre système cognitif présente un certain nombre de limitations. Donc, compte tenu de ces limitations et de l'incapacité à traiter en profondeur un grand nombre d'informations simultanément, il faut choisir l'information privilégiée. Donc, je vous laisse juste regarder quelques instants cette image. On est quasiment persuadé avec Maxime que certaines personnes ont vu la petite fille regarder derrière et pour d'autres, une vieille dame qui peut ressembler à une sorcière et qui regarde en face d'elle. Peut-être certains d'entre vous voient les deux. Par contre, ce qui est à souligner, on attendait les deux, oui. Il y en a eu dans le chat. Par contre, je suis sûr que c'est impossible pour vous, sinon vous ne serez pas humain, je m'inquiéterai. J'ai pas mis mon micro, c'est problématique, je parle, mais personne ne m'entend. Et moi, je coupe le mien. Je vais la refaire. Effectivement, oui, on disait qu'on peut voir soit l'une, soit l'autre, voir aussi les deux. Par contre, on est quasiment sûr que vous êtes incapable de voir les deux en même temps. On n'est pas capable de voir et la jeune femme et la vieille dame en même temps. Sinon, c'est bizarre, vous n'êtes pas humain. Je suis un peu extrême. Pour aider certaines personnes qui n'ont pas vu la vieille dame, parce que moi, c'était mon cas au tout début, vous pouvez observer en fait son menton normalement vers le bas entre les deux sortes de fond noir. Je ne sais pas si ça vous a aidé, en tout cas, j'espère. On a aussi du coup plusieurs familles, on va dire, d'attention. Comme vous l'avez compris, tout est une question de sélection, mais comment elle s'effectue en fait cette sélection? Donc, il existe l'attention involontaire, on commence par celle-là, qui est également appelée exogène. Donc, le système est activé automatiquement par un indice extérieur, comme un événement apparu soudainement dans l'environnement, un oiseau qui passe sur votre droite, par exemple. Et l'attention volontaire ou endogène. Donc, celle-ci, il s'agit d'une démarche interne au sujet. Il se concentre et oriente son attention volontairement vers un objet. Ça, c'est particulièrement intéressant dans le domaine de l'expérience utilisateur, puisqu'on voit ici qu'on peut soit stimuler l'attention de notre utilisateur, lui faire regarder quelque chose qu'on a envie qu'il voit, ou alors on sait qu'il peut déployer par lui-même des stratégies d'attention, c'est-à-dire regarder par lui-même ce qui va l'intéresser. Donc, classiquement, on distingue trois grands types d'attention. Donc, l'attention sélective, l'attention divisée et l'attention soutenue. On va parler aujourd'hui de l'attention sélective et plus tard, nous verrons comment l'exploiter pour concevoir des interfaces qui performent. En effet, aujourd'hui, celle qui va beaucoup nous intéresser, c'est donc l'attention sélective. C'est celle qu'on va voir un peu plus en détail dans le cas des démonstrations et puis aussi des applications sur les interfaces. C'est quoi l'attention sélective? C'est exactement ce dont on a tous fait preuve quand on a regardé la vidéo avec les passes, avec l'équipe du coup en t-shirt blanc sur laquelle nous devons rester focalisés, tout en occultant du coup, pour réussir à compter le bon nombre de passes de l'équipe qui nous intéressait, en occultant l'équipe qui portait le t-shirt noir. Ça ne va pas nous intéresser, donc on va se consacrer que à l'équipe qui porte le t-shirt blanc. Mais aussi et surtout, où la magie opère, c'est qu'on a dénié une information, on l'a occultée sans avoir conscience que cette information existait. Ce fameux gorille qui vient et qui se tape la poitrine devant nos yeux. On arrive à enlever une information pour ne se consacrer qu'à celle qui va nous intéresser. Bref, on est capable donc d'inhiber une information, de ne sélectionner que celle qui va nous intéresser. C'est exactement ce que disait Colline. On va, quand on focalise notre attention quelque part, dénier les autres pour ne se consacrer qu'à une seule. Pour prendre un exemple un peu plus trivial, c'est celui de la conduite. Quand on conduit, en général, j'espère, on va se consacrer qu'aux informations les plus importantes, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre d'avancer de manière la plus sereine et la plus sécurisée. On va pas faire attention justement au téléphone quand il vibre, on nous appelle, on nous envoie une notification, un message, on le délaisse pour ne se consacrer qu'à la route, ou de la même manière, lorsque je conduis, il y a des panneaux publicitaires, je ne vais pas m'attarder sur le panneau publicitaire pour regarder devant moi si je suis à 50 km/h, par exemple. Le problème, c'est que
On a la sensation en expérience utilisateur que l'impression, je vais y arriver, on a enc on a l'impression que l'utilisateur nous est totalement dédié tout le temps. Quand, on conçoit quelque chose, on a l'impression qu'il est tout à fait disponible et ce, à n'importe quel moment de son parcours. On voulait pas trop vous embêter avec la théorie. On adore ça, mais on s'est quand même mis sur la réserve. On s'est dit: «On va pas trop les embêter». Il y en aura encore un tout petit peu après parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher, mais voilà. On a fini avec la théorie et puis on va basculer sur la pratique. Il y a des choses par contre qu'on voudrait, pouvoir, retenir, et vous les faire rentrer, en tête, qui sont vraiment importantes, notamment pour la suite de ce webinaire. Ce qu'il y a à retenir selon nous, dans un premier temps, c'est que notre traitement de l'information est limité. On n'est pas capable, de tout, regarder en même temps, de focaliser son attention partout. C'est le cas avec, l'exemple de la jeune fille et puis, de la vieille dame. De la même manière, si j'ouvre un livre, je ne vais pas regarder l'ensemble du livre pour, lire mon livre, je vais devoir regarder des mots et opérer par saccades. Ce qui est un deuxième point, aussi, c'est qu'on peut regarder quelque chose, comme on l'a vu avec le gorille, mais sans vraiment le voir. On propose aussi de ce passage-là, voilà, une synthèse de notre première partie pour, éventuellement, regarder vos questions. Je vois qu'il y a quelques questions, déjà. Est-ce qu'il y a un replay disponible? Alors oui, la réponse, est toute trouvée. Voilà, j'espère que, on est clair et j'espère qu'on vous a pas perdu, qu'on est resté, assez accessible. Super, je vois des pouces, j'adore les pouces, c'est parfait. On va pouvoir maintenant basculer sur la deuxième partie, une partie qui se veut plus, comment ça va? Ça va très, très bien, j'espère que ça va vous aussi. Merci Elisa. On va maintenant basculer du coup sur, la deuxième partie qui se veut un peu plus pratique. On va voir des exemples du coup un peu plus concrets. On vous propose ici une interface, qui a rien d'une interface à laquelle on est habitué. Les vrais auront reconnu un wireframe. Alors c'est une interface qui se veut très peu fidèle à la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir, pas de nuances de couleurs, on va être plutôt sur du noir, du gris, et du blanc. On n'a même pas réfléchi au contenu. Bref, l'idée, c'est pas du tout de parler vraiment tout à fait de l'interface. On va juste avoir l'idée principale et de dire que, sur cette interface, on est, plutôt aéré. On a vraiment un bouton qu'on peut facilement localiser. Ce bouton est assez directif. Et à contrario, ici, on est sur une interface avec plus d'informations, comme vous pouvez le voir. Qui dit plus d'informations dit plus de choix pour votre utilisateur. On remarque du coup de nombreux CTA et de nombreuses actions possibles. Et une interface du coup qui est plus fournie. Donc, suite à ça, on va donc vous poser une question qui va faire office de deuxième sondage et on va vous demander, selon vous, quelle est l'interface la plus efficace? On vous laisse répondre. On vous laisse un petit peu répondre quand même. Moi, je vais savoir où regarder pour trouver les réponses. Je vois qu'il y a pas mal de votes. Je vais pas vous influencer, je vais pas le dire. En fait, on va continuer pendant que vous répondez. On est des très mauvais researchers ici, puisqu'on bouscule votre choix, on vous force à des choix, alors qu'il y a une troisième possibilité qui consisterait à dire aucune de ces deux interfaces n'est vraiment efficace. L'une n'est pas plus efficace que l'autre, en tout cas. Ici, on vous force du coup à dire soit l'une, soit l'autre. Vous l'avez compris. Alors, il y a beaucoup qui votent du coup l'interface 1. A priori, c'est ce qu'on pourrait se dire. Elle est plus directive, elle est plus aérée, on peut plus facilement accéder à l'information qui va nous intéresser. Mais dans les faits, tout est affaire de conditions. En fait, oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour ceux qui auront la ref. C'est vrai qu'il n'existe pas de meilleure interface. Tout est une question de contexte pour votre utilisateur et du coup, il est important de savoir dans l'environnement dans lequel il se situe, est-ce qu'il est plutôt stressé, plutôt pressé, est-ce qu'il a le temps de regarder, est-ce qu'il est intéressé par ce contenu ou justement il a besoin d'être guidé. Donc, il y a tout un panel de choses à prendre en considération, d'où d'ailleurs, Maxime, notre métier. Exactement, et je me permets un peu d'ouvrir cette parenthèse, je suis forcé de le faire, c'est malgré moi, c'est une déformation professionnelle, je prêche pour notre paroisse. Effectivement, c'est pour cette raison qu'il importe, à nos yeux, d'apprendre à comprendre les utilisateurs, c'est-à-dire pratiquer une recherche avec les utilisateurs pour justement comprendre dans quelles conditions ils se trouvent lorsqu'ils vont utiliser l'interface sur laquelle on travaille. Effectivement, comme Colline l'a tout à fait bien précisé, l'attention et puis la qualité d'une interface va nécessairement dépendre d'une condition. Est-ce que notre utilisateur est stressé? Je ne vais pas reprendre tous les exemples que Colline a déjà sollicités, mais c'est tout à fait sur ça qu'on va se pencher. Et si on ne fait pas de recherche utilisateur, on n'est pas les plus à même de répondre à ces questions-là, ce qui veut dire qu'on ne sera pas les plus à même de déterminer la qualité concrète d'une interface. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner auprès des utilisateurs, c'est-à-dire savoir qui ils sont,
c'est quoi leurs habitudes, quelles interfaces sur lesquelles ils ont justement l'habitude de passer du temps. Est-ce qu'ils ont du temps justement à nous accorder? Si on propose une interface voilà, qui peut dépendre aussi du temps. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, ce sont des choses qu'on peut élaborer avec eux et avoir du coup des réponses pour justement fournir une interface plus qualitative par la suite. On vous a pris du coup 2 exemples un peu plus concrets pour étayer nos propos. Donc ici, on est sur une application qui s'appelle Trainline. Donc certains la connaissent sûrement. C'est une application de vente de billets de train. Donc ici, on est sur une interface qui a une action de recherche qui est de réserver son billet de train. Donc l'utilisateur est dans une condition où il doit aller assez vite. Souvent, il a différentes... comme par exemple un mec, pardon, Une personne. qui a loupé sa correspondance et qui doit changer de billet ou se dépêcher d'en prendre un autre, il doit avoir une interface qui va le guider et qui doit aller rapidement à l'objectif principal. Ce sera d'autant mieux bienvenu effectivement qu'on a peut-être une personne qui est stressée parce qu'elle a raté, j'ai encore le mot qui m'est passé sous le nez, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce mot, sa Cette correspondance. correspondance. Voilà, il est passé à côté et puis il faut vite qu'il en trouve une autre parce que sinon il va arriver à la gare et puis c'est pas évident d'avoir à attendre et puis on n'est même pas sûr de trouver un train et cetera. Bref, on est dans une condition un peu stressante et ce type-là d'interface, elle est particulièrement intéressante puisqu'elle est tout à fait directive. On a ici la sensation qu'on prend par la main notre utilisateur. On a un autre exemple ici d'interface, on n'est rien à voir, on est sur Thomann, qui est un site de vente d'instruments de musique. Ici, l'utilisateur a plus de temps. Peut-être qu'il est derrière son bureau, et il s'apprête en tout cas à dépenser une somme d'argent qui est assez onéreuse. Un instrument de musique, c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours. Et puis, on a envie d'avoir un maximum de contexte, on a envie d'avoir un maximum de choix pour se décider à faire ce qui est, selon nous, la meilleure solution. Quand je vais choisir ma guitare, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a d'autres guitares qui y ressemblent et pouvoir les comparer et me dire voilà, c'est celle-là vers laquelle j'ai envie de me tourner. Bref, on n'est pas du tout, vous l'avez compris, dans la même condition. C'est-à-dire que on n'a pas envie que l'interface soit directive, qu'elle nous force la main, on a envie qu'elle nous permette du choix et qu'on aille un peu plus loin. Donc on voit bien ici le distinguo qu'on fait entre les deux interfaces. Il y a une interface qui est tout à fait aérée, qui est assez directive, elle est simple, c'est un peu l'équivalent de l'interface 1 qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on est sur une interface beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. Il y a ici 4 grands groupes d'informations. Pour autant, l'une ou l'autre n'est pas plus qualitative, elle dépend donc nécessairement de son contexte. Et maintenant, j'ai envie de vous reparler un peu de théorie parce que j'adore ça. On va parler un petit peu de la loi de Hicks. J'espère que vous êtes calés en mathématiques puisqu'on va étudier ensemble l'équation. Pas du tout, je ne lis pas l'elfique, je vous propose une traduction juste après. Alors, c'est une traduction un peu grossière qui consiste à dire que plus il y a de choix, plus il faut de temps pour l'utilisateur d'en faire un. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le moins de choix possible, ça veut dire qu'il faut être conscient du fait que quand on met du choix sur une interface, il faut savoir si notre utilisateur a le temps de faire ce choix. Je vous propose ici une interface, donc on est sur Legal Start, c'est un site qui propose des services juridiques. On est sur la page d'accueil de Legal Start, et il y a ici 12 choix. Pareillement, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mauvais, ça veut dire que Legal Start, c'est que son utilisateur a du temps pour avoir à opérer sa stratégie attentionnelle, repérer l'information qui va l'intéresser parmi justement les 12 choix, et ensuite donc renoncer à celles qui ne sont pas intéressantes pour ne se consacrer qu'à celles qui l'est. À côté, on vous a mis un autre site, c'est La Montagne, c'est un site de presse d'Auvergne. Cette fois-ci, les informations sont toutes condensées dans le menu. Ça veut dire que le choix va suivre l'utilisateur tout du long de son parcours. Et on n'a rien que dans le menu 9 choix, ce qui est quand même pas mal. Mais pour autant, est-ce que c'est bien ou pas bien? Nous est avis que quand on est sur un site où on va lire de la presse, a priori, à mesurer, à tester, on a plus de temps devant nous pour consulter ces ressources. Donc finalement, l'offre du choix, est-ce que c'est une question de conditions? On voit que oui, mais on aimerait rajouter une nuance qui nous semble tout à fait importante. Elle dépend certes, le fait d'offrir du choix, de la condition, mais elle va dépendre aussi de la charge mentale. Alors juste avant, j'ai omis un autre exemple. On a un exemple beaucoup plus directif voilà, sur Dofus. On voulait parler Dofus parce que c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Je voulais vous le montrer et je referai la boucle sur la charge mentale. Effectivement, on est sur une interface ici beaucoup moins dense, pareillement. Donc, on peut mieux donner accès à l'utilisateur vers le bouton qui va l'intéresser. Effectivement, ici, c'est joué. On n'a envie que de ça. Je reviens maintenant, je reboucle sur la charge mentale. On va oublier ce moment. Je fais une très bonne transition. On revient donc sur ce concept-là. Alors, charge mentale, qu'est-ce que c'est? Vu qu'on parlait tout à l'heure de métaphores mathématiques, je vous invite à imaginer une équation. On ne va pas résoudre des équations, je vous le promets, de toute façon, je suis incapable de le faire. On va imaginer que d'un côté de l'équation, il y a les capacités, les compétences de notre utilisateur, et puis le temps qu'il a devant lui. De l'autre côté de l'équation, on va avoir les exigences de la tâche. D'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, si on a un rapport déséquilibré, alors on va parler de surcharge mentale. C'est-à-dire que si j'ai des exigences de la tâche qui sont trop élevées par rapport à notre utilisateur,
alors ce dernier va être surchargé. Si notre utilisateur n'a pas les compétences ou le temps suffisant pour résoudre cette tâche, aussi on va parler de surcharge mentale. A priori, on est tous accordés dessus. Effectivement, la charge mentale, c'est un concept qui est beaucoup usité, sans forcément comprendre tout son charme. On va rajouter du coup une dernière composante qui va faire la vraie définition de la charge mentale. Cette composante, c'est les schémas. Pour illustrer les schémas, c'est pas quelque chose de forcément aisé, mais on va essayer. On va partir sur la métaphore qu'on avait déjà employée, celle de la conduite. Aujourd'hui, peut-être nombre d'entre vous conduisent un peu tous les jours ou fréquemment. Bref, vous êtes assez expérimenté dans le fait de conduire. Si bien que quand vous conduisez, vous ne réfléchissez plus forcément à ce que vous faites. Vous n'avez pas à conscientiser la pression que vous devez mettre sur votre pédale. Vous n'avez même plus d'ailleurs à chercher vos pédales, qui est l'accélérateur, qui est le frein, qui est l'embrayage. Vous n'avez plus à réfléchir à quelle allure vous roulez pour trouver la bonne vitesse. Vous n'avez plus forcément à réfléchir par rapport à la vitesse que vous avez de tourner comme il faut le volant pour pas dérailler et partir complètement à côté. Vous savez aussi quelles informations il vous faut regarder sur la route, c'est-à-dire enlever celles qui ne sont pas pertinentes pour ne vous consacrer qu'à celles qui le sont, la voiture qui vous double, celle qui vous colle trop au derrière, etc., etc. Je vous invite maintenant à vous projeter quand vous conduisez presque pour la première fois. Lorsque vous montez pour la première fois, du coup, dans votre voiture d'auto-école avec votre moniteur, votre monitrice. C'était vraiment pas évident. On était en phase à ce moment-là, par cet entraînement, à l'assimilation des schémas. C'est-à-dire qu'on comprenait un peu tout ce qu'on faisait. Il fallait comprendre donc toutes les dynamiques qu'on a aujourd'hui incorporées en tant que conducteur expérimenté. Et il fallait, du coup, effectivement les apprendre, savoir comment est-ce que ça fonctionnait. Bref, vraiment déterminer ce qu'on va appeler l'acquisition des schémas. Pardon. Aujourd'hui, on réfléchit plus, en fait, quand on conduit, alors que quand on commence, c'est vraiment pas évident du tout. Quand on commence, on est surchargé mentalement, vous l'avez compris. Ce qui est important pour moi ici de souligner, c'est que pour une même tâche, on ne peut pas imaginer comme on aimerait le faire avec la charge mentale, c'est-à-dire que c'est la tâche qui charge mentalement les individus. Non, non, c'est toujours les compétences des individus qui va régir, qui va pondérer le niveau de charge mentale. On a dans le cadre de la conduite un individu qui est novice, qui va être surchargé mentalement, alors qu'on va avoir quelqu'un qui est beaucoup plus aisé dans sa conduite, qui n'est pas du tout chargé mentalement, au point qu'il va pouvoir discuter avec un passager, il va pouvoir écouter la radio, etc. Par contre, ce même individu que nous sommes peut-être, si on a une situation un peu compliquée, une manœuvre à faire qui est un peu plus compliquée, on va tous avoir ce réflexe d'arrêter de parler avec notre passager, on va baisser le son, etc. pour se consacrer, pour conscientiser ce que nous faisons, pour vraiment réfléchir à faire. On n'a plus à appliquer les schémas, il faut les réinventer. Pour prendre un exemple, peut-être pour faire gagner en humilité des personnes qui ont un talent inné pour la conduite, on peut imaginer l'exemple des cockpits d'avion. Je suis sûr qu'on est nombreux à avoir en tête un cockpit d'avion, on voit, il y a des boutons partout, les informations qui sont très denses, on a un peu du mal à imaginer pouvoir s'en servir. Je nous imagine maintenant, on est dans le ciel et puis il faut qu'on conduise un cockpit d'avion, je suis sûr qu'on serait tous très chargés mentalement. Pour autant, un pilote, lui, il se permet même le luxe, en plus de savoir le conduire, d'amener des passagers d'un point A, des nombreux passagers, d'un point A à un lointain point B. Alors que moi, pour ma part, je vous avoue que je me demande encore comment ça vole concrètement un avion. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de théories sur ce sujet? Pourquoi on vous parle de ça, des choses qui paraissent un peu abstraites, et comment est-ce qu'on va les illustrer, nous, dans ce qui nous intéresse concrètement, les interfaces? Donc oui, pour revenir sur la tension. Pour revenir sur la tension, donc malgré les différents niveaux d'expertise de novices ou d'autres conditions, nous ne pouvons en effet pas raisonnablement nous concentrer en même temps sur tous les stimuli, comme par exemple la personne qui parle devant nous, l'horloge qui défile juste au-dessus, l'oiseau qui chante au loin. On a de la chance d'être dans le sud. La sensation de faim qui est présente actuellement, la posture de notre corps, bref, tous ces stimuli en fait qui sont autour de nous. Donc notre attention est donc un réservoir limité qui ne peut accueillir qu'un nombre limité d'informations à la fois. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? On va vous proposer un petit exercice à faire chez vous. Alors, on va pas faire un sondage, on va pas forcément passer du temps trop dessus, mais on vous invite à le faire. Et si vous n'avez pas trop honte et que vous êtes seul ou que vous n'avez pas honte parce que vous êtes dans un open space, de nous donner les couleurs des mots. C'est-à-dire de ne vous consacrer qu'à la couleur de la police sans lire le mot. On vous laisse un peu de temps. On vous propose exactement le même exercice, c'est-à-dire toujours de donner la couleur du mot et pas de lire le mot sur cette condition-ci. Je suis sûr que cette deuxième condition paraît bien moins évidente. Donc en fait, le test de Stroop est employé pour décrire la situation de compétition entre deux tâches cognitives. Ici, la lecture et la dénonciation de la couleur qui entraînent en fait la nécessité d'inhiber l'une d'entre elles pour traiter l'autre plus efficacement. Donc comme on l'a évoqué précédemment, l'attention ne peut traiter simultanément différentes informations. Il faut sélectionner
ou orienter son attention. Donc le processus de lecture ici est un processus automatisé qui va déstabiliser le processus de dénonciation de la couleur, qui lui est moins automatisé. Donc certains processus sont plus automatisés que d'autres dans la vie de tous les jours. Donc c'est donc un processus coûteux pour votre utilisateur d'ignorer un processus automatique. Qui plus est, notre attention est très vite distraite. Notre niveau d'attention varie bien entendu en fonction des capacités de chacun et de nos conditions physiques et environnementales, la fatigue, l'heure tardive, l'environnement bruyant. Donc il faut le prendre en compte dans vos designs en essayant au maximum de limiter les sources de distraction et de guider l'attention de nos utilisateurs vers le but à réaliser. On voit bien sur cette tâche-là qu'on applique malgré nous des schémas qui sont des schémas automatisés, du coup, comme la conduite. Ici, c'est la lecture. Je peux pas, malgré moi, ou alors il faut que je déploie un certain effort pour me sortir du cadre habituel de la lecture, pour me consacrer à ce qui paraît pourtant plus évident, c'est-à-dire donner une couleur. On va faire preuve ici d'attention sélective, on va faire preuve d'inhibition, et on va aussi, comme on l'a vu, appliquer des schémas auxquels on va essayer donc de résister, comme Colline l'a expliqué. Alors du coup, là, c'est encore très abstrait. Voyons du coup, j'ai dit 2 fois du coup, on va voir cet exemple sur une interface plus concrète. Imaginons ici donc une interface que vous connaissez sûrement. On est vraiment sur du conventionnel. On va retrouver assez facilement le menu qui se trouve en haut de notre écran. On a le bouton de la marque sur lequel je sais que si je clique dessus, je peux retourner sur la page d'accueil. J'ai le bouton rechercher qui est en haut à droite, qui est voilà, à sa place habituelle. J'ai aussi le bouton retour qui est en haut à gauche. Bref, on voit ici que je peux simplement appliquer mes schémas, ceux auxquels je suis habitué. On va parler aussi d'heuristiques. Et une fois que je les ai appliqués, je sais qu'ils sont vérifiés dans le réel. Et je sais que le menu va toujours être en haut, que la barre de recherche est globalement en haut, sinon à droite. Le bouton retour est aussi à gauche, etc. Maintenant, imaginons qu'on casse un peu tout ça. Donc ici, j'ai un petit laps en fait entre la slide et... Ouais. C'est pour ça que je bug un peu, mais j'ai un petit problème de tempo. Donc ici, contrairement à la première interface, on sera obligé d'inhiber les schémas mentaux qu'on a acquis suite aux nombreuses années à utiliser des interfaces. Donc pour faire, on va retrouver ici la barre de recherche en bas à gauche, le logo en bas, le menu en bas à droite. C'est vrai que ça va un peu nous déstabiliser si on va se retrouver face à cette sorte d'interface. Donc il y a des acquis à prendre en compte, des codes, on va dire, qu'il faut réutiliser. Loin de nous, du coup, de faire l'impasse sur l'innovation, c'est quand même à prendre en considération, mais c'est vrai qu'il y a des choses à prendre en compte et à donc bien savoir les codes d'usage de nos utilisateurs. Ouais, je rejoins complètement Colline sur ce qu'elle dit ici. Il y a des choses pour lesquelles on peut innover. Toutefois, c'est à prendre en considération la condition toujours dans laquelle va se trouver notre utilisateur, à savoir que si on modifie son schéma de pensée, ce à quoi il est habitué, on peut imaginer ici dans le cadre d'un parcours utilisateur qu'il est déjà allé voir d'autres sites où il va avoir des chaussures, et puis il arrive plus tard sur le site, là en l'occurrence de Adidas, il va déjà appliquer ce qu'il aura déjà vu sur les autres sites. Il aura déjà appris certaines choses sur d'autres sites qui va du coup chercher à reproduire, à reprojeter sur ce site-là. Encore une fois, on revient sur l'activation des schémas. Or ici, l'activation de ces schémas ne va pas se valider. Il va falloir apprendre. Notre utilisateur va devoir développer de nouveaux schémas. Donc, comme la métaphore du jeune conducteur, réfléchir, conscientiser à ce qu'on fait. C'est peut-être valable. Parfois, on peut dire que c'est pas forcément la meilleure solution. Tout dépend, et encore une fois, on insiste beaucoup dessus, tout est affaire de conditions, tout est affaire de nos utilisateurs. Ça ne veut pas dire, effectivement, comme Colline l'a précisé, qu'il faut exclure complètement l'innovation et qu'il ne faut jamais proposer de nouvelles choses. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle. Loin de moi l'idée de, effectivement, toujours garder sur l'idée de la roue qu'on ne réinvente pas. Par contre, il faut toujours prendre en compte que si on veut proposer quelque chose de nouveau, si on veut faire développer de nouveaux schémas, si on veut casser les conventions, si je cite Krug, alors il faut savoir que notre utilisateur a le temps pour se faire et qu'il ait l'énergie aussi. Et pour faire un léger détour sur le design pour tous, les travaux sur l'effet Stroop ont également mis en évidence un effet d'interférence plus important chez les personnes âgées par l'altération de leur capacité à inhiber une réponse automatique. Du moins, elle va se faire beaucoup plus lentement. Donc, si vos cibles sont âgées, faites attention, ils n'ont pas le même comportement sur les interfaces. Tout à fait. Pour rappel, l'effet Stroop, je ne l'ai pas initié, je m'en excuse. L'effet Stroop, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la tâche où il y avait des mots avec des couleurs, où il fallait donner plus la couleur que le mot. C'est cette tâche qui est beaucoup utilisée, notamment donc, en psychologie. Peut-être que tu l'avais déjà dit, Colline, je ne me souviens plus. Légèrement, mais c'est vrai qu'on l'a peut-être pas. Je recite Colline 2023.
Voilà, on en a fini du coup avec, cette partie. Ce qu'il y a selon nous à retenir, voilà, qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans une part, je pense qu'on a pas mal assez insisté avec ça, toujours prendre en compte la condition dans laquelle se trouve notre utilisateur au moment où il va utiliser l'interface que nous sommes en train de concevoir. Mon deuxième point, Pauline, je te laisse. Ou tu veux que je le fasse? Je le fais. Selon par exemple le temps que va avoir devant lui notre utilisateur, on peut jouer ou non sur l'acquisition de nouveaux schémas. Si on a envie d'innover, si on a envie de proposer quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, on peut le faire, à condition bien sûr de savoir si notre utilisateur a envie, a le temps, de découvrir quelque chose de nouveau, a envie, de déployer de nouveaux apprentissages, et cetera. Aussi, une interface riche, comme on l'a vu, en tout début de cette partie, ne signifie pas qu'elle est, mauvaise. En fait, l'interface riche dépend de la manière dont notre utilisateur est plus ou moins expert de la condition. On va parler donc encore une fois donc sur cette idée de charge mentale. Est-ce qu'il est capable, d'appliquer des schémas, ou, on a envie plutôt d'avoir une interface plus directive parce qu'on sait que notre utilisateur n'a pas le temps, parce qu'on a tout à fait envie de jouer sur les schémas qu'il a déjà, en tête, parce qu'il est stressé, parce qu'il est pressé et il a envie d'avoir une réponse facilement, il a envie que l'interface le prenne par la main. Ce sont les choses vraiment, importantes sur cette partie. On profite justement de cette synthèse, pour vous demander si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Je crois qu'il y en a une. Chloé a répondu déjà, c'était sur Elle a la répondu. source Effectivement, biblio. oui. Parfait. Bon, c'est qu'on est très clair alors. Exactement, Eva. Oh, super. Je vois qu'il y a toute ma promotion de Il y mon a du ancienne soutien de promotion de master, ils sont tous là. top. Bon, on vous propose, d'avancer. Alors je crois qu'on a un problème avec notre Google Slide. On va peut-être en profiter juste pour, le relancer, peut-être? Ouais, non, je pense pas qu'on va prendre le risque que ça plante. Est-ce que Ouais, ça vaut le coup? Pas grave. Allez, on continue. OK, continuons. Très bien, on va aborder du coup, la peut-être dernière partie. On a peut-être une surprise, on va pas trop vous en dire plus, sur donc la partie 3. Donc là, on est plus sur des démonstrations vraiment, concrètes, d'interface et quelques quick wins qu'on va pouvoir développer, en lien du coup avec les stratégies attentionnelles que nous avons déjà vues, avec, le fait qu'on a une attention limitée, qu'il faut sélectionner, l'information qu'on veut mettre, qu'on veut traiter et puis, tout ce qu'on a vu en théorie. On va voir à quoi ça donne sur la pratique. On fait un petit test. Ici, je vous propose, cette image. Je suis sûr à 100 que, tout le monde ici a vu le rond violet. Voilà, tout simplement, c'est celui qui diffère des autres. Je vous fais le même exercice pratique sur cette interface-là, enfin, sur cette image-là plutôt. Je suis sûr qu'en dépit de la couleur, on va tous remarquer le bâton qui n'a pas le même comportement que les autres. C'est aussi simple que ça paraît, c'est un biais cognitif. On va parler de von Restorff ou d'effet d'isolation. Ce qui est différent attire l'œil. C'est comme ça, on est accaparé par ça. Pour faire référence à ce que Colline évoquait, on est sur de l'attention dite exogène, une attention qui ne dépend pas de nous, une attention involontaire. C'est l'information qui vient à nous. C'est exactement ce qui se passe ici. Dans le design, on peut s'amuser à faire ça si on a une interface plutôt riche et qu'on a envie d'attirer l'œil de notre utilisateur sur une information, parce que c'est une information qu'on veut lui faire voir ou parce qu'on sait que c'est une information qui va l'intéresser, en jouant sur ce même effet d'isolation. On va reprendre ici notre exemple donc de l'interface un peu plus riche qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. Cette fois-ci, on a mis un bouton en rouge. A priori, et on l'a testé chez Adelium, c'est le bouton qui retient le mieux l'attention des utilisateurs. On vous propose ici quelques extraits pour identifier la réaction qu'ont les utilisateurs si on met le bouton en science, on va parler de science, on va le mettre en surveillance, on va le mettre en dehors du reste, on va vraiment jouer sur cet effet d'isolation, ou alors on va garder le bouton noir, c'est-à-dire qu'on ne va pas insister vraiment sur cette information. Je vous propose d'abord de commencer par un partage, d'un utilisateur qui est, Jordan, qui est chez nous, chez Adelium et qui a testé une condition où, le bouton n'était pas mis en avant. C'est parti. Super.
Écureuil. Après, on a été assez méchant avec Jordan. Non seulement l'information sortait pas du reste, mais en plus, la consigne était très floue. Grosso modo, quand on a interrogé nos collègues chez Adelium, on leur a demandé de chercher l'information à écureuil. Alors parfois, comme on le voit, elle est rouge, parfois elle est noire. Et quand elle est noire, bah, c'est difficile parce qu'elles se font parfaitement dans la masse. Et on voit la stratégie de recherche de Jordan qui a vraiment sondé l'intégralité de l'interface. Il est allé tout en bas, il a regardé un peu dans toutes les informations, et puis il est remonté. Et puis, au bout d'un moment, il a fini par trouver. Donc on voit chez Jordan qu'il y a eu besoin de 42 secondes pour trouver l'information qu'on veut lui montrer. On a un autre exemple qui est tout à fait parlant, je pense qu'on a le temps de le diffuser, c'est celui de Gaël. Information écureuil. Top. Ok, j'ai du mouton, du serpent. Raton laveur. Écureuil. Est-ce que j'ai le droit de faire tout ce que je veux? Juste regarder, t'as pas le droit de faire un contrôle F. Ah, merci. Il va être caché dans du lorem ipsum. Hein. Je sens que c'est d'une évidence incroyable. Ah, attends. Est-ce que ça peut être dans le titre de la page, type là? Écureuil. Non, c'est que sur l'interface, je te rassure. On n'est pas comme ça. Non, mais je connais. C'est dingue. Il y a du call to action animal. Hein. Ça, il y en a. Mais ce sacré écureuil n'est pas dans les call to action. Est-ce que tu veux un indice peut-être? Je veux bien, parce que là, je sens le poids d'une moquerie. Non, pas du tout, pas du tout. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu as remarqué que tous les CTA étaient en réalité des noms d'animaux. Oui. Bah oui. Donc, j'imagine que, en fait, dans ma tête... Ah, attends, j'ai pas... il est cliquable? Non, c'est pas cliquable, on est d'accord. Non, enfin, c'est pas... La maquette n'est pas interactive. Du coup, j'ai regardé... Ah, il est là! Oh la vache! Bien vu. La pauvre Gaëlle, on est sadique, hein. Pauvre Jordan, pauvre Gaëlle, on pense à vous. Effectivement, on était dans la condition qui n'était pas du tout facilitante. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'informations et c'est facile de se perdre dans la mêlée d'informations quand une information se trouve parmi un tout dont on a du mal à trouver vraiment le sens. D'autant plus qu'en plus, hein, c'est dire, on n'avait que du lorem ipsum, donc c'était pas facilitant. Par contre, il y avait des stratégies qui étaient tout à fait intéressantes d'un point de vue de l'expérience utilisateur. C'est qu'on voit que Gaël, petit à petit, applique certaines stratégies. Alors, elle le conscientise pas tout à fait, mais c'est l'idée que oui, il y a du contenu en lorem ipsum, et oui, il y a du contenu d'animaux. Et en fait, l'information qui était à rechercher, qui était une information à écureuil, bah, c'était plus sur ce type-là d'information qu'il fallait se pencher. Elle a remarqué au fur et à mesure. D'ailleurs, on lui a fait la remarque en précisant que bah, il faut peut-être se concentrer sur cet aspect-là. Et elle n'a regardé par la suite que les boutons qui contenaient des noms d'animaux avant de trouver du coup le fameux écureuil. Alors c'était long, effectivement, parce qu'on est très méchant chez Adelium. Par contre, on a fait un autre essai où cette fois-ci, on a mis, vous l'avez compris, l'information en évidence, on l'a mis en rouge. Donc c'est toujours la même consigne, chercher l'information écureuil, on n'en dit pas plus, on ne sait pas encore que c'est un CTA, on ne sait même pas si c'est un titre, un contenu, une image. On va voir en rouge, est-ce que ça fonctionne mieux ou moins bien. Yes, c'est parti. L'information écureuil ici, en rouge. A priori, ça a mieux marché. On refait un essai, cette fois-ci avec, alors là, c'était avec Wilfried. On va faire un essai aussi avec Chloé. C'est parti. Ça marche. On est d'accord que c'est censé être interactif ou pas? Non, ça l'est pas. Ok. Bon, bah là, j'ai foncé sur l'écureuil, quoi.
Donc on le voit assez rapidement, son curseur se pose directement sur le bouton qui était intéressant, donc l'information écureuil. Par contre, on voit ici quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour Chloé, il y avait cette idée qu'on devait cliquer sur quelque chose. Ça va aussi pondérer le reste de l'expérience, à savoir si on a l'attente de devoir cliquer sur quelque chose, alors on va s'attendre à trouver une information sur laquelle je peux interagir. C'est-à-dire que je vais occulter tout le reste, je vais vraiment faire preuve d'attention sélective pour ne me consacrer qu'à ce qui semble correspondre à ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire une information sur laquelle je peux cliquer. Chloé a un temps d'hésitation à ce niveau-là, et pour souligner encore une fois l'importance de savoir quelles sont les attentes des utilisateurs lorsqu'on veut proposer une information, de voir comment est-ce qu'ils ont envie d'anticiper pour essayer de correspondre à ce qu'ils ont déjà, eux, en tête. On a un dernier exemple pour montrer que rien n'est vraiment évident. Alors, je vous propose juste de revenir rapidement sur notre diapo. On avait mesuré donc les moyennes. On a la condition où l'écureuil est en noir, et puis il y a la condition où l'écureuil est en rouge. On voit qu'on divise par 5 le temps de trouver la bonne information. Donc effectivement, mettre en sérieux une information, c'est une des manières d'attirer l'attention de notre utilisateur et quelque part de garantir qu'il va avoir l'information qui va l'intéresser. Par contre, il y a des exceptions à la règle qui montrent que rien n'est jamais vraiment facile et que c'est important toujours de mener des tests utilisateurs, parce que même s'il y a des choses qui nous semblent à nous évidentes, dans les faits, elles ne se manifestent pas comme on aimerait. Je vous propose un dernier exemple, un dernier extrait avec Nadège. L'information écureuil. Top. Ah, il est là. On voit le mot, hein. Le mot a été lâché. Ça, c'est un mot qui est assez évocateur quand on fait des tests utilisateurs. On sait qu'il y a quelque chose, il y a une frustration. Alors, c'est tout à fait intéressant puisque je suis sûr que vous, l'information, elle vous crie aux oreilles. Mais Nadège, elle ne l'a pas vu, comme nous n'avions au préalable, au début de ce webinaire, pas vu le gorille. Quelque chose est devant nous. Mais encore une fois, on y revient, hein, on ne le voit pas. Donc c'est tout à fait intéressant et ça montre que malgré les stratégies qu'on peut mettre en œuvre en tant que designer, on a envie qu'une information soit perçue comme on a envie qu'elle soit perçue, ça ne se vérifie pas tout à fait comme on aimerait qu'elle le soit. On a d'autres suggestions aussi à vous faire. Je vais rendre la parole à Colline. Oui, pour donner d'autres petits tips pour capter l'attention de vos utilisateurs. C'est vrai que je l'ai vu passer dans le chat et la couleur n'est pas une fin en soi, puisque c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'accessibilité avec de nombreuses personnes daltoniennes. Donc, c'est vrai que là, par exemple, sur cette slide, on a mis un petit GIF avec une petite animation qui souligne un mot facilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement, en fait, est capté par notre attention exogène. Donc, peu importe si vous n'y faites pas attention ou non, ça va attirer votre regard et donc vous porter sur ce mot en question. Donc, si vous voulez capter le regard et l'attention de vos utilisateurs sur un certain wording ou une certaine action, n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu de mouvement. Alors, s'il vous plaît, avec parcimonie, parce que si vous en mettez de partout, du coup, l'effet escompté ne sera plus disponible, mais ça marchera sans doute très bien. Oui, il y a plusieurs stratégies effectivement à mettre en œuvre. Colline évoque le mouvement, on a parlé de la couleur, on a parlé de manière plus générale la différenciation. Une information qui est vraiment différente du reste du lot, c'est elle qui a priori va mieux agripper l'attention de notre utilisateur. Toutefois, comme Colline l'a aussi évoqué, si on met cette information dite différenciante et qu'on en met plusieurs, en fait, il y en aura tellement qu'il n'est plus vraiment différenciante. Et en fait, on va pareillement surcharger les capacités attentionnelles de notre utilisateur. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On a une autre possibilité aussi pour faciliter la sélection des informations par notre utilisateur, l'attention sélective, c'est la simple idée de fonctionner par des accordéons, des listes déroulantes, je ne sais pas vraiment comment appeler ça, mais l'idée étant qu'on met en avant une information la plus générale dans un premier temps et de permettre à l'utilisateur, par le fait que cette information est activable, d'être acteur de sa propre découverte. C'est un peu un système en format de poupée russe. Si cette poupée russe m'intéresse, alors je vais l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça ne m'intéresse pas, je vais revenir sur mon chemin. Si ça m'intéresse, je vais encore ouvrir la poupée russe, etc., etc. Vraiment travailler selon le principe de l'entonnoir cognitif. Je commence par le large. Je permets à mes utilisateurs de trouver l'information d'abord la plus pertinente, la plus générale, mais la plus pertinente, qui va ensuite pouvoir approfondir. En général, sur la plupart des sites qu'on peut voir à l'heure actuelle, il y a plutôt une stratégie de on impose toutes nos informations et puis c'est l'utilisateur qui va scanner et qui va trouver. On peut faciliter son traitement attentionnel en mettant des informations plus activables qui permettra à l'utilisateur d'aller approfondir si jamais ça l'intéresse ou pas.
Hop. Donc ici, on est sur une interface, il faut penser à enlever le micro et à remettre le micro, c'est une charge mentale en plus. Donc on est ici sur une interface qui est beaucoup plus aérée, donc certaines personnes vont penser que c'est pas forcément conseillé d'espacer, de laisser autant de blanc. Loin de nous l'idée de parler pour nos UI, mais c'est vrai que parfois de mettre un peu d'espace, d'aérer le contenu tout en catégorisant bien les différentes informations, ça apporte du positif et ça permet à l'utilisateur de bien diriger son attention vers différentes composantes de l'interface. Mais du coup, vous allez vous demander, avec toutes ces bonnes pratiques, a priori, comment ça se fait que des sites qui ne semblent pas vraiment les respecter fonctionnent tout à fait? Dans les faits, elles respectent tout à fait ces pratiques-là. On a par exemple le site de la Fnac, que vous connaissez certainement, mais on pourrait prendre le site de Cdiscount ou le site d'Amazon qui fonctionne assez bien. On a beaucoup d'informations. Ici, on est sur une interface plutôt riche. Alors pareil, on peut revenir sur l'exemple qu'on avait évoqué avec Thomas, donc le fameux site d'instruments de musique, où là, on est face à un utilisateur qui a du temps devant lui et qui va peut-être dépenser un certain billet, qui va avoir une nécessité de prendre du temps, de réfléchir, etc. Ce qui est permis ici par la Fnac, et ce que la Fnac veut faire, c'est de mettre en avant une information. C'est une offre, c'est un produit phare, et on voit que ce sont des informations qui occupent les 3/4 de l'écran. Par contre, la Fnac joue, enfin le site de la Fnac joue sur la loi de la forme, la Gestalt, pour ceux à qui ça peut parler, en plaçant des informations selon les heuristiques des utilisateurs, selon les schémas mentaux que nous avons tous et toutes assimilés sur la plupart des interfaces, c'est-à-dire on va retrouver le menu à son endroit habituel. Enfin, là, si c'est sur un endroit habituel de site e-commerce en l'occurrence, on l'a ici à gauche, et on va avoir la barre de recherche qui est en haut de l'écran. Ce qui veut dire que l'utilisateur, certes, il peut occulter la partie qui ne l'intéresse pas, la partie offre, pour ne se consacrer qu'à ce qui va l'intéresser. Donc soit il a envie de regarder par catégorie, chercher par exemple un livre ou autre, soit il connaît sa référence, il pourra la rechercher sur sa barre de recherche directement. Voilà, c'est par là que finit notre démonstration des phénomènes de l'attention sur les interfaces. On en a fini. Alors rapidement, bien sûr, parce qu'on va retenir des choses. Ce qu'il y a pour nous vraiment d'important, c'est toujours réfléchir à la manière dont on répartit les informations. Est-ce qu'on a envie d'attirer l'attention de notre utilisateur sur des parties qui nous semblent plus stratégiques, plus importantes pour nous ou pour notre utilisateur? Et aussi, comme Nadège l'a démontré, mais aussi Chloé, on a une idée en tête de ce qu'on veut faire et on va souvent, malheureusement, en tant que concepteur, privilégier l'hypothèse de résultat. Ce qu'il faut, du coup, ce qui compte, et je suis désolé de reprêcher pour ma paroisse, mais c'est important d'aller tester ces solutions et de voir concrètement ce qu'il en est avec nos utilisateurs. Parfois, on peut imaginer que le bouton rouge n'est pas tout en haut, et même s'il est tout en haut, on ne va pas le voir. Pareil pour le gorille. Voilà, on en a fini. On voulait vraiment faire un lien avec le gorille. On en a fini. Il nous reste, on a fini pas tout à fait sur notre présentation. On avait une partie bonus et on a surtout un argument sur lequel on aimerait insister. Et juste, je me permets, Colline, avant de te recouper la parole, on va laisser un peu du temps aussi pour répondre à vos questions. Colline, je te laisse la main. Oui, c'est juste une petite indication qu'on voulait quand même mentionner à la fin de ce webinaire qui parle d'attention et qui peut être amené à de la persuasion technologique également. Donc, cette partie ne sera pas abordée aujourd'hui, mais c'est vrai que la question de l'éthique dans le design se pose dès lors que celui-ci nous enlève notre pouvoir de choisir librement. Je n'ai pas la prétention de cette phrase, c'est un petit tweet, mais qui résume très bien ce qu'on pense. Il y a une différence entre mettre en avant un produit ou une façon de convertir et influencer un utilisateur pour qu'il convertisse avec l'entreprise sans que celui-ci l'ait forcément voulu de base. Donc, faire attention là-dessus. C'est vrai qu'avec Maxime, du coup, on a le titre de psychologue, on est rattaché à une charte de déontologie, mais tout le monde n'a pas ces documents, si je puis dire. Donc, voilà, juste petit aparté. Je reprends le micro, Colline. Pardon, je vois qu'il y a du coup voir la slide précédente. Je vous la remets de ce pas. Hop, c'est sur la captologie. Effectivement, c'est un sujet beaucoup plus vaste qu'on aurait aimé pouvoir introduire, mais il y aurait tant de sujets qu'on aurait aimé pouvoir vous introduire concernant la psychologie et puis l'expérience utilisateur. C'est un vrai crève-cœur de choisir parmi tous les sujets, parce qu'on aimerait pouvoir vous en parler des heures, sinon des journées durant. Mais on va pas le faire parce qu'on est sympa et que je sais que là, c'est la poche déjeuner et qu'on va reprendre la vie courante par la suite. Mais on aimerait le faire. J'en profite, il reste un peu de temps, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on ne vous a pas perdu, que ce n'était pas un signe qu'on vous ait perdu, justement. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a encore du temps, on est là pour ça. N'hésitez pas surtout à le mettre dans l'onglet questions pour qu'on puisse mieux, nous, le voir.
Ça donne envie d'apprendre. Ouais, Mais c'est vrai merci qu'en pour, une pour le heure, message. c'est assez rapide, donc on Ouais. a essayé de vulgariser, synthétiser au maximum. C'est assez frustrant, mais j'espère qu'en tout cas, c'était clair pour vous. Ah, il y a des cliniciens parmi nous. Ah, je crois qu'il y a une D'accord. question. Quels sont les outils de A/B testing? Bien, il y en a beaucoup. Il y en a un peu de toutes formes. Bah, voilà, il y a Gaël qui, je suis sûr, a plein de références. Merci en tout cas à tout le monde pour Ouais, ces merci pour vos gentils messages. messages. C'est très gentil. Oui, je pense effectivement à A/B testing qui me vient tout de suite en Alors moi, tête. Clément, je suis désolée, je suis anti-IA. Je pourrais pas. Je prends position. Oui, Maxime, je sais pas si. je vois la question. Est-ce qu'il existe des IA pour faciliter le travail? Alors malheureusement, je suis pas le plus calé en termes d'IA pour répondre à la question. Je pense que ça doit, en tout cas que c'est en cours de recherche. Il doit y Oui. avoir des recherches à ce sujet. Je crois avoir entendu parler de ça il y a pas si longtemps. Mais je pourrais pas vraiment en dire plus, malheureusement. Ah, mais il y a Kevin! Il est là! Je sais que c'est Salut Kevin. l'avenir. Oui, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit, mais Avec une précaution. C'est bien, merci Clément de le merci préciser, on de est tout à fait préciser. d'accord. Quel avenir? C'est la question. Ouais. On peut parler de Philippe Cadic si vous voulez. Ça aussi, je peux vous en parler pendant des heures. Il nous reste 2 minutes, Il nous donc reste on 2 va minutes. peut-être éviter. Travaillez-vous avec des cartes de chaleur? Oui. Alors on a Hotjar qu'on utilise Principalement, ouais. beaucoup. On aimerait pouvoir utiliser avec employer de l'eye tracking, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de travailler avec un tel Le dispositif. matériel coûte Mais ouais, le est matériel n'est pas onéreux. donné, hein. Et puis, vos voix Et cristallines puis, sont un bonheur pour mes oreilles. C'est grâce à toi, Kevin. Marion, tu as raté le. Pardon, je me suis permis de te tutoyer. J'espère que c'était. Je vais vous voyer à partir de maintenant. Il y aura une diffusion à terme de ce webinaire. Pierre, oui, du coup, Hotjar participe à ces statistiques-là, et il y a également Analytique. Quelle est votre top 3 références pour approfondir? Waouh! Top 3. Alors déjà qu'on a dû choisir sur tous les sujets. Je l'ai En pas plus, vu. il faut parler de il y aurait de quoi dire. Des choses, alors ça dépend de ce sur quoi on a envie de parler. Alors moi, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, enfin un chercheur que j'aime beaucoup, qu'on cite ici du coup à la fin sur la captologie. Alors je vais sûrement mal prononcer son nom et je m'en excuse, c'est Albert Muchheimer, qui est un neurologue et psychologue et qui travaille particulièrement sur le sujet de l'attention, et puis il a fait quelques interventions au sujet du design d'interface. Donc il ne va pas appeler ça comme ça, je crois, mais voilà, la mise en pratique sur des interfaces digitales. Voilà. Je pense que c'est une très bonne référence et je pense que peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, il est aussi passé à la télé. Voilà, c'est quelqu'un d'assez un peu de rockstar au milieu. C'est une très bonne situation, Kevin. Surtout chez Adelium, faut le dire. J'envoie une belle référence. Mais on pourra envoyer les références par mail, peut-être pour oui, et vous puis conseiller. nous, on a des références aussi chez nous, chez Adelium. Je me permets de citer Elisa et puis Linda, hein, Ouais. qui travaillent sur toute forme de questions, en réalité, sur pas mal de choses. Il y a Lisa, justement, qui propose Weekends. Norman, bien sûr. Voilà, on a du moment. Il y a plein de questions. Avec quel logiciel vous avez fait les tests que vous nous avez montrés? Alors là, pour le coup, c'était vraiment du low cost. On n'a vraiment pas fait les choses en bonnes conditions. On n'est pas vraiment dans des conditions. On a vraiment réfléchi un scénario de test utilisateur, etc. Pour le coup, là, on est vraiment passé que sur Google Meet, voilà, qu'on a pu enregistrer, dont on a pu vous diffuser des extraits par un logiciel de montage pour en extraire que certains extraits à vous montrer. Et il y a une autre question qui est dans la suite. Et bonjour Eva, je me permets de te saluer. Comment est-ce que vous planifiez vos tests utilisateurs, des plateformes en particulier? Voilà, on travaille principalement avec des outils de visioconférence, puisqu'on est amené à faire des tests utilisateurs à distance. Pour tout le reste de la préparation, c'est des choses assez typiques qu'on voit en ergonomie, c'est de la préparation de scénarii qu'on va appliquer, tout ça en relation avec les hypothèses qu'on a prélevées pendant la recherche, mais aussi pendant la phase de conception. C'est des choses qu'on a envie de tester et on va les appliquer en différents scénarios directement par un outil de visioconférence.
À terme, on aura peut-être un logiciel, je ne sais pas si je peux vraiment en parler, parce qu'on travaille, on a la chance de travailler avec Christian Bastien. Donc il y aura peut-être des choses aussi à voir de ce côté-là. Alors oui, vous pouvez bien le préciser, on aura une biblio, on a vraiment traversé ici quelques sujets, on avait les références en fin de slide. Voilà, on aura une biblio beaucoup plus dans la norme que simplement les citations par slide. Vous pourrez aussi consulter nos sources. Ouais. Et on nous envoie un message comme quoi il y a de l'écho, pardon. Voilà, ben, merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On était très contents de vous présenter tout ça. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, peut-être qu'on se verra pour d'autres épisodes. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Passez une bonne Et journée. bon week-end. Bon week-end.